Pour moi, l'enjeu le plus important, c'est sûr que c'est de concilier vie et justice dans l'expérience humaine d'abord, mais finalement plus largement, puisque ça concerne tous les vivants. C'est important parce que aujourd'hui, on s'aperçoit, j'allais dire, enfin de notre nature d'être vivant, et on s'en aperçoit justement par les menaces qui pèsent sur le vivant. C'est toujours par le négatif, je pense qu'on s'aperçoit qu'on est vivant. C'est toujours au moment de la mort où on se dit, tiens, oui, c'est vrai. Ou quand on est malade, on se dit, tiens, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais un être vivant. En fait, on a tendance à l'oublier quand tout va bien. Et quand tout va mal, on a tendance à y revenir, mais justement à sacrifier tout le reste. C'est comme si les êtres humains étaient un peu cyclotimiques, ou avaient une sorte de bipolarité. Quand tout va bien, on est des purs esprits, on fait de la philosophie, on discute des droits de l'homme ou des intérêts économiques ou de plein de choses, et on oublie qu'on est des êtres vivants. Et quand on se rappelle qu'on est des êtres vivants, souvent, c'est à l'occasion d'un deuil, ou à l'occasion d'une maladie, ou à l'occasion d'une crise, comme la pandémie, ou le climat, ou etc. Et là, tout à coup, on est prêt à tout sacrifier. Ou alors, par exemple, un autre exemple que je prends parfois, on est au cinéma, on est des purs esprits, arrive une alerte, on est prêt à se piétiner les uns les autres pour sortir, voilà, ou le Titanic, mettons. On construit voilà, on domine les mers, et puis tout à coup, il y a un iceberg, et là, c'est sauf qui peut, et on piétine le voisin. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est clair que c'est d'assumer qu'on est des vivants sans sacrifier la justice, et même en montrant que finalement, pour les êtres humains, qui sont des vivants un peu plus compliqués que d'autres, mais qui sont intégralement des vivants, les questions morales, sociales, politiques sont vitales, en fait. On ne peut pas même survivre collectivement sans ces dimensions-là. Même d'ailleurs comme un nourrisson humain, il est dépendant de l'autre, et il est dépendant aussi des comportements, comme disent les psychanalystes, suffisamment bons de l'environnement. Le mot environnement est d'ailleurs utilisé par les psychanalystes d'abord, chez Winnicott par exemple, l'environnement c'est d'abord les soins maternels, justement. Il dit d'ailleurs un bébé, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est bébé et soins maternels. Et d'une certaine façon, ça veut dire aussi qu'il faut des dispositions morales suffisamment bonnes des autres humains pour se préserver mutuellement, et qu'en fait, il y a des conditions aussi sociales et politiques pour que les humains survivent, qui peut-être sont aussi urgentes et importantes que l'eau et le pain, en fait. Et voilà. Et donc, et le problème, c'est encore une fois, c'est de ne pas sacrifier une chose à l'autre, de ne pas construire des mondes où on oublierait qu'on est des vivants, mortels, fragiles, et inversement, ne pas, sous prétexte de l'urgence, sacrifier nos principes. Finalement, être vivant, c'est comprendre que on a un certain nombre de capacités. Traditionnellement, c'est les capacités à se mouvoir par soi-même, par opposition à l'objet inerte qui ne se meut pas si quelqu'un d'autre ne vient pas le mouvoir. C'est ça qui, chez Aristote, définit la vie. Donc la table, elle ne peut pas se mouvoir tout seul, mon bras peut. Donc il y a un certain nombre de capacités qui peuvent définir le vivant. Mais en fait, pour moi, ce qui définit le vivant, c'est un certain nombre de capacités, c'est sûr, dans lesquelles il y a le mouvement, la sensation et beaucoup d'autres choses, mais dont on prend conscience aussi qu'elles sont précaires, qu'elles peuvent être perdues, fragilisées. Et donc je fais partie de ceux comme Georges Canguilhem, par exemple, qui pensent que le vivant, c'est l'être qui peut tomber malade, c'est aussi l'être qui peut dysfonctionner, c'est l'être qui... Voilà, c'est pas tout ou rien, c'est pas juste l'être vivant par opposition à l'être non vivant, inerte, mais c'est aussi, évidemment, la mort consiste à revenir à l'état d'objet inerte. Et d'une certaine façon, l'être vivant, c'est l'être qui se bat contre ce qui peut faire cesser sa vie, en fait. Donc être vivant, je dirais, c'est un combat, mais un combat qui est aussi défini par du négatif, mais qui est aussi joyeux. C'est-à-dire que pour moi, être vivant, c'est pas un état neutre, c'est lutter contre des risques et créer des choses nouvelles. Et c'est jamais un état stable. On est fragile et créateur. Et paradoxalement, on ne lutte contre la mort qu'en étant créateur et joyeux. Et justement, être vivant, c'est avoir la capacité à être heureux, non pas seulement malgré la mort, mais parce qu'on lutte contre toutes les formes de la mort. Voilà. Les humains sont intégralement des vivants,
mais on ne sait pas jusqu'où va la vie chez les humains, un peu comme Spinoza, que Deleuze a beaucoup repris, dit on ne sait pas ce que peut le corps. Et pour le savoir, il faut voir tout ce dont les humains peuvent mourir, en fait. Et je crois vraiment que nous ne mourrons pas seulement de ce qu'on appelle des maladies ou des accidents corporels, au sens étroit du mot corps. Justement, on ne sait pas jusqu'où va notre corps. On peut le dire aussi comme ça, mais il y a effectivement des dimensions relationnelles, psychiques, qui sont fondamentales, qui sont des besoins vitaux. Par exemple, on démontre que ce qu'on appelle l'attachement, c'est-à-dire la relation à un autre être humain singulier, qui vient nous aider dans nos besoins vitaux, mais qui est elle-même un besoin vital. C'est-à-dire, par exemple, la figure parentale, la mère, on ne l'aime pas seulement par la nourriture ou par la sexualité, comme pensait la psychanalyse traditionnelle, mais comme personne individuelle. On a besoin que quelqu'un fasse attention à nous, comme sujet individuel, pour survivre. Le nourrisson meurt, sinon. C'est pas seulement parce qu'il nous nourrit, parce qu'elle nous s'adresse à nous en nous nourrissant. Et c'est pas non plus de la sexualité. C'est un besoin... Bon, voilà. Et avoir isolé ce besoin, qui est pour moi une des plus grandes découvertes du XXe siècle, c'est avoir montré que chez les vivants humains, même si ça c'est vrai aussi chez certains singes et certains oiseaux, eh bien voilà, être un vivant humain, c'est avoir besoin de certaines relations et d'être considéré comme un vivant individuel. Et comme un sujet aussi. Pour ça que, par exemple, dans le petit livre qu'on a fait avec Judith Butler, qui s'appelle « Le vivable et l'invivable », on tombe d'accord sur le fait qu'on peut mourir sans mourir. C'est-à-dire qu'il y a des expériences invivables, mortelles, mais on n'est pas mort pourtant. Et pourquoi ? Parce qu'on a détruit en nous, justement, cette subjectivité individuelle, par exemple par la torture ou par la haine. Et ça prouve qu'on est destructible de façon mortelle, par d'autres choses que simplement ce qui interrompt notre fonctionnement cardiaque ou cérébral. Et il faut faire l'inventaire de ce qui est vital pour les humains, un inventaire qui est un peu infini, c'est ça qui est compliqué, mais justement qui doit déterminer pour moi les minima vitaux, sociaux, politiques. On doit donner à chaque humain le minimum dans chaque domaine. Un minimum qui en fait est un optimum, c'est-à-dire le plus qu'on peut donner à chacun selon les contraintes du monde. C'est ce qui définit le meilleur des mondes possibles, qui n'est pas créé par Dieu, mais qui est créé par les hommes. Donc il faut faire cet inventaire, c'est un peu compliqué de savoir de quoi les humains ont besoin pour vivre, mais c'est pour moi la plus grande question politique du moment. Le soin, d'une manière générale, c'est le geste qui vient répondre aux besoins vitaux de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être moi-même. Mais je me dédouble en un certain sens, parce que je dois prendre soin de moi-même. Mais d'ailleurs, cette capacité à prendre soin de soi, elle n'est pas innée chez les humains. Il faut que d'autres aient pris soin de nous pour que nous puissions prendre soin suffisamment de nous-mêmes. La preuve, c'est que quand on a été maltraité, on ne prend pas bien soin de soi et même on peut se détruire. Donc ça veut dire que le soin vient d'abord des autres. On est d'abord objet de soin avant d'être sujet de soin. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais voilà, je vais soigner, on devient soignant. Mais en fait, on oublie que avant d'être soignant, on a été soigné. Et on le sera forcément à d'autres moments. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le soin comporte plusieurs dimensions à l'échelle de la complexité du vivant humain. Il y a d'abord le traitement des problèmes objectifs qui menacent le vivant. Je dis traitement parce que c'est vraiment le concept précis. Moi, j'appelle traitement cette forme de soin qui isole des problèmes et qui isole des techniques pour répondre à des problèmes. On soigne quelque chose. Par exemple, une jambe cassée ou un virus, même mondial. Ça s'appelle des traitements. Et moi, je ne suis pas contre les traitements. Et je pense qu'il y a des gens qui réduisent le soin au traitement, d'autres qui disent le soin, c'est d'abord l'amour et c'est pas la technique, et ils ont tort aussi. Parce que vous pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un si vous soignez, traitez pas non plus ces problèmes mortels. Mais c'est vrai que le soin ne se réduit pas au traitement, qui est un soin aussi global de la personne, pour elle-même. C'est le soin psychique, c'est le soin, disons, parental et amoureux. Et puis, derrière tout ça, il faut prendre soin du soin, collectivement, socialement, parce qu'il a des conditions, il est fragile aussi, il demande des moyens, il demande aussi de la justice, un accès aux soins minimaux et égaux pour tous. Et donc oui, le soin humain comporte au moins traitement, soin comme tel, attention et justice.
Le soin, c'est forcément une éthique pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas garanti. C'est qu'il y a un contraire du soin, qui est la violence en général, mais plus précisément, moi je pense que la pire forme de violence, c'est pour ça que moi dans mon premier livre sur le soin, qui vient d'être édité, qui a déjà 10 ans, il s'appelait Le moment du soin, il y a toute la deuxième partie sur ce que j'appelle la violation. Et la violation, c'est le contraire du soin dans les relations qui devraient être des soins. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la maltraitance. La maltraitance, c'est pas n'importe quelle violence, c'est la violence de ceux qui devraient bien traiter. Donc, par exemple, si dans une guerre quelqu'un vous tue, c'est pas de la maltraitance. Si même un inconnu vous frappe, c'est pas de la maltraitance. Mais si votre médecin vous viole, si votre parent vous hait, c'est de la maltraitance parce qu'il devrait, entre guillemets, faire l'inverse. Il a une fonction de soin. Et donc ça, c'est pour moi le signe que le soin est une éthique. Si c'était une fonction biologique universelle, acquise, il n'y aurait pas besoin de l'éthique. L'éthique, c'est toujours quelque chose qui vient lutter contre quelque chose de négatif. Donc c'est vrai que malheureusement, le soin n'est jamais garanti. Si le soin était garanti, il n'y aurait pas besoin de l'éthique, ni de la philosophie d'ailleurs. C'est compliqué parce que je pense que le soin se transmet d'abord par le soin lui-même d'une manière un peu implicite. Là aussi, comme disait Winnicott, il disait ce qu'il appelait la mère ordinaire, qu'elle est dans le soin sans le savoir en fait. Et heureusement, il y a une sorte de soin qui se transmet, mais bien avant l'école. À l'école, en principe, ce qu'on appelle école, c'est l'apprentissage des techniques, des moyens intermédiaires pour assurer le soin humain. Et c'est vrai qu'il faut du langage, il faut de la culture, il faut du respect, il faut des mathématiques. Donc on apprend les outils du soin en général à l'école. Ce qui est vrai qu'à l'école, on apprend aussi, disons, le soin et la violence des autres. Il y a aussi une éducation un petit peu sociale. C'est vrai que on se dit aujourd'hui qu'à l'école, on devrait apprendre le soin parce qu'on constate beaucoup de violence entre les humains et que les cadres sont fragilisés aujourd'hui. Et c'est mauvais signe que votre question, en un sens. Si on se pose cette question, c'est parce que les transmissions de... On voit bien que, comme je l'ai dit, hein, il y a une dimension politique du soin, il faut des cadres. En principe, quand ils sont acquis, ce qu'on devrait apprendre, c'est plus les outils pour perfectionner le soin. Le problème du soin, et de la démocratie d'une manière générale d'ailleurs, et de l'éthique, c'est qu'il ne fait pas disparaître les problèmes en fait. Il en fait apparaître. Dès qu'on se préoccupe du soin, on a des nouveaux objets de soin qui ne cessent d'apparaître. Et je trouve ça très bien, moi je pense que... Et de même la démocratie, elle ne fait pas disparaître les injustices, elle en fait apparaître. Elle fait apparaître par exemple le problème du respect des femmes par les hommes, des enfants par les adultes, des animaux par les humains, du monde par les humains, etc. Et de même, le soin, dès qu'on se met à penser le soin, comme je vous disais, la liste de ce qui est important pour les humains est ouverte. Et donc en fait, penser le soin, c'est découvrir des zones d'ombre, des angles morts de notre soin antérieur. Donc c'est en fait découvrir des nouvelles fragilités tout le temps, mais avec des capacités pour y répondre. Bien sûr, mais justement, le paradoxe du soin, c'est qu'il faut d'abord prendre conscience d'un besoin et d'une souffrance qu'on ne voyait pas avant. Et par exemple, c'est vrai que les pathologies de la mémoire individuelle mais aussi collective, des traumatismes parfois très lointains, des violences collectives très anciennes qui sont encore agissantes, c'est des découvertes assez récentes en fait. Donc en fait, c'est un progrès. Il y a d'abord, et après il faut le traiter, et il y a des résistances aussi parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là, le soin, vous nous parlez que des catastrophes, vous nous parlez on doit se repentir, on doit faire je sais pas quoi, etc. » Donc il y a toujours une forme de résistance au négatif, et les gens qui s'occupent du soin sont toujours pensés comme du côté de ceux qui apportent des nouveaux problèmes, des casse-pieds en fait. Hein. C'est à la fois des bisounours et des casse-pieds. D'ailleurs, il faudrait choisir, il faudrait savoir. Hein. Est-ce qu'on est des bisounours ou est-ce qu'on est des casse-pieds? En fait, je pense qu'on est plutôt des casse-pieds parce que les gens qui s'occupent du soin sont toujours des gens qui luttent sur deux fronts. Qui luttent contre les besoins les plus urgents, et on ne les oublie pas.
On n'oublie pas qu'il faut protéger une société contre la faim, contre la maladie, contre la guerre, voilà, qu'il y a des vrais problèmes. Et en même temps, il faut aussi prendre soin des subjectivités, des injustices passées, des choses qu'on refoule, etc. Et donc, on est plutôt... Je pense que les gens qui s'occupent du soin complet sont les gens vraiment courageux. Mais parce qu'il y a aussi des gens qui disent « moi, j'ai pas besoin du soin ». Je crois que c'est ça le courage. C'est pas vrai du tout. Mais par contre, il faut prendre soin de tous les besoins des humains, c'est extrêmement compliqué, parce qu'effectivement, il y a des besoins dont on prend conscience progressivement et qui, pour moi, sont la condition des progrès. Moi, je crois beaucoup au progrès, mais il n'y a progrès que si on identifie un problème et qu'on avance dans le traitement de ce problème. Et il ne faut pas oublier des problèmes. C'est vrai qu'un progrès technique va être un progrès. Bon, on va mieux traiter qu'un cancer, par exemple. Si le traitement coûte 150 000 € par personne, comment il va être un progrès aussi dans l'égalité de l'accès aux soins? C'est ça la vraie question politique. C'est les progrès et comment les concilier. Et moi, je crois que dans l'aide au développement, par exemple, et dans les questions de politique internationale, on est enfin entré là aussi dans le moment du soin. Pas juste dans une aide justement technique, mais d'abord dans un... C'est toujours été le sujet aussi. Hein. La question de l'aide, c'est comment faire que celui qu'on aide puisse ensuite s'aider lui-même, etc. Et surtout aider sur tous les sujets. Et c'est vrai que si on aide quelqu'un en l'humiliant, par exemple, en fait, on répond à un problème en créant un autre, peut-être encore plus grave. Et donc aujourd'hui, on prend conscience, je pense, de la multidimensionnalité du soin. Pour moi, un événement comme la pandémie ou le climat devrait nous aider dans ce sens-là, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions à ces sujets-là, mais il y a aussi un risque, et c'est ça la question du vivant aujourd'hui, c'est qu'on retrouve le vivant, mais c'est ce que je disais au début, en nous réduisant à une seule dimension du vivant. Et que par exemple la pandémie, dans laquelle il y a un danger, mais aussi une occasion, hein, je pense, très, très importante à saisir, et surtout à ne pas manquer, mais elle n'est intéressante que si on prend en compte toutes ces dimensions. C'est une très belle question, la question de la douceur. Finalement, qu'est-ce que c'est que le soin? Je dirais presque, c'est créer un monde habitable contre la violence du réel, le réel qui est inhumain, le réel qui est quand même, qui finira par nous avoir, hein, au bout du compte, hein, mais qui est en effet l'épreuve même de la dureté, c'est-à-dire de ce qui fait irruption contre nous dans le monde, de la violence, de cette... Voilà, et donc c'est vrai que le soin, c'est toujours la création d'un cadre et d'un environnement protecteur et qui commence par l'opposé de la dureté physique, psychique, etc. Le soin global est donc en effet douceur, ça c'est sûr, contre la dureté. Du côté du traitement, c'est moins sûr. Le traitement peut être dur et violent. Ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Mais c'est vrai qu'en France, notamment dans l'éthique médicale, on dit bah oui, mais c'est pour votre bien, etc. Et on oublie le côté douceur qui est absolument fondamental. Et parfois on le sectorise, par exemple le chirurgien est dur et c'est l'infirmière qui doit être douce avec des assignations masculines, féminines, etc. Alors que c'est une dualité dont tout le monde a besoin, effectivement. Et donc la douceur, oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, la tendresse aussi, mais qui a des conditions et qu'il ne faut surtout pas sacraliser au point de l'opposer aux autres dimensions du soin, par exemple à la justice sociale ou au traitement technique. Et puis la douceur, je pense aussi qu'elle a, comme toute chose vitale, elle peut être détournée dans le sens contraire. Elle peut être utilisée, elle peut être instrumentalisée. Elle peut être aussi trompeuse, on peut ruser avec la douceur, on peut en faire un produit cosmétique, on peut aussi enjôler, comme ça, on peut s'en servir comme d'un piège. Chez les humains, tout est ambivalent. Il faut savoir que toute chose positive comporte un risque dans son abus, dans son usage. Voilà. Le soin, c'est
C'est par exemple, je pense que le soin du corps est très important aussi, la beauté physique fait partie du soin. Évidemment, ça peut devenir cosmétique, ça peut devenir une violence, une norme sociale, etc. La beauté, c'est une question sur laquelle je travaille un peu en ce moment en fait. Alors déjà, il y a c'est pas secondaire, euh, il y a finalement, comme le soin est toujours une dimension aussi subjective, individuelle, le soin de soi, euh, l'image de soi pour les humains fait vraiment partie de ce qui est vital, hein, de ce qui est absolument vital. Et donc c'est vrai que euh, le, cette question du soin de l'image, du soin de l'apparence et de ce qu'on appelle donc la beauté, par opposition à plutôt, peut-être pas forcément une norme sociale de laideur, mais plutôt la défiguration, la destruction, les pathologies qui nous font tourner du côté de la mort. Hein. Donc la beauté comme éclat du vivant, c'est comme ça que je la définis, comme capacité à montrer à accompagner la santé et la joie et les rencontres. Cette beauté est absolument vitale. Hein. Donc oui, je pense que c'est drôle que vous me posiez cette question parce que je dois faire un exposé bientôt sur la beauté. Je vais même écrire un article dans une sorte de dictionnaire de la beauté. Et je fais l'article vie. Le lien entre la beauté et la vie. Il y a des explications naturalistes de la beauté, par exemple, aujourd'hui même darwinienne. Hein, on pense, parce qu'on dit souvent que la beauté est quelque chose d'inutile. La beauté, les apparences que personne... Pourquoi une fleur est belle, pourquoi un animal... En fait, d'un côté, il y a les gens qui pensent que c'est la participation à l'ordre du monde, une chose qui révèle une transcendance. D'autres disent, mais non, c'est des parades sexuelles, c'est des fonctions vitales. En fait, ça se réduit à ça. Moi, je pense que la beauté, c'est lié au fait, justement, que le contraire de la mort, c'est pas seulement la vie, c'est la création et la joie. C'est-à-dire que c'est lié au fait que je disais tout à l'heure que la vie n'est jamais un état neutre. En fait, on ne peut pas juste ne pas aller mal. On a besoin d'aller un peu bien. Vivre, c'est toujours aussi créer un peu et donc aussi se montrer effectivement et apprécier la chose pour elle-même. Donc la beauté, c'est aussi le signe qu'une chose existe pour elle-même, dans sa forme, dans son être en quelque sorte, et pas seulement pour lutter contre la mort. Donc oui, la beauté, c'est le signe de l'existence de quelque chose. C'est pour ça que souvent on la rapporte à la forme, à l'équilibre formel. Et on en construit des normes sociales, l'homme parfait qui remplit les canons de la beauté, la femme... Voilà, donc je pense que ça aussi, ça peut être instrumentalisé. Mais par contre, la beauté est le signe que nous ne sommes pas réductibles à une fonction négative, que la vie n'est pas seulement négative. Alors, l'humanisme, donc, ce sont des doctrines qui considèrent que les êtres humains ont une spécificité, hein, je reprends ma définition, et déjà qu'on peut les distinguer du reste. C'est déjà, tout le monde ne pense pas ça. Hein. Il y a déjà des gens qui pensent qu'il faut lutter contre la spécificité de l'humain. Bon. Il faut en plus que la spécificité de l'humain justifie des actions prioritaires. Très souvent, l'humanisme classique dit que l'homme se distingue des autres vivants par la raison, par exemple. Par l'âme, où il y a des dualistes. Et donc, ça justifie qu'on s'occupe des humains d'abord. Donc, moi, je pense que... Moi, je me dis humaniste, mais pas pour des raisons de coupure, comme ça, entre l'humain et les autres vivants, mais plutôt par, justement, des spécificités, des risques spécifiques des humains, qui, d'ailleurs, les font courir à tous les autres vivants. Donc, puisque quand on est injuste entre les humains, l'environnement trinque aussi, et les animaux aussi, par exemple. Et donc voilà pourquoi le lien entre l'humanisme et le soin est central aujourd'hui. C'est parce que, au fond, la spécificité de l'humain est d'abord, de mon point de vue, négative,
qu'il faut inventer un soin complet pour être pleinement humaniste. Et qu'il faut prendre soin aussi du monde et des non-humains. Donc oui, il faut être humaniste, et l'humanisme se définit par le soin complet contre son contraire. C'est-à-dire, il n'y a d'humanisme que parce que les humains ne sont pas spontanément humains. Ils peuvent être inhumains. Les êtres humains, c'est classique de dire ça, tous les humanistes l'ont dit. L'être humain, justement, peut être totalement inhumain, et il y a plus de différence, disait Montaigne, entre un humain et un autre, qu'entre un homme et un animal. Si, elle est une spécificité humaine, mais au service de quelque chose qui est plus important encore qu'elle, qui est les fragilités des humains, les fragilités mortelles des humains. Donc la raison est la façon humaine de traiter, par exemple, les problèmes vitaux, les maladies, etc. C'est aussi la façon humaine de traiter les injustices par des droits, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a une fonction. Elle a une fonction qui n'est pas seulement instrumentale ou technique, mais qui est de répondre aux dangers vitaux des humains. Elle n'est pas pure, justement. Faire une critique de la raison pure, mais pas au sens de Kant, mais malgré tout un peu au même sens. La critique de la raison pure, c'est l'idée que la raison humaine est limitée par la sensibilité, par le fait que nous ne pouvons l'appliquer qu'aux objets dont nous avons une expérience par les sens. Et dès qu'on fait un usage excessif de la raison, on est dans l'illusion. Il a raison, d'ailleurs, si j'ose dire. Donc la raison humaine, par exemple, on peut raisonner sur des événements passés, mais comme nous n'avons jamais l'expérience du début de l'univers, il dit, là, il y a une illusion. À raisonner sur le début de l'univers, il dit que c'est un excès de la raison pure. Donc c'est une critique au sens d'une limite de la raison. Et il a raison, mais là où il a tort, c'est que c'est une critique purement théorique, qui va limiter la raison parce que nous sommes des êtres sensibles et que nous ne sommes pas des dieux. Mais la vraie limite de la raison, elle est pratique, c'est que nous sommes des vivants, justement. Et la raison doit nous servir, il n'y a pas de honte à ça, à nous protéger contre tous les maux, y compris ceux qu'elle peut engendrer. On a critiqué certains... Parce que, encore une fois, tout chez les vivants est ambivalent. Et la raison instrumentale, c'est vrai qu'elle est neutre, que chaque création de la raison peut servir aussi à la guerre. Un outil peut servir à détruire autant qu'à soigner. On sait très bien qu'il y a des massacres, comme on sait, j'allais dire, pré-industriels. On dit parfois que le génocide rwandais était rural, à la machette. C'est déjà une invention de la raison, la machette. Mais il y a des génocides industriels avec des techniques qui emploient des gaz. Et inversement, même le nucléaire, qui est une technique très destructrice, est utilisé dans les hôpitaux. Donc en fait, la question pour moi, c'est de normer la raison par le vivant contre la mort. Exactement, du même coup, absolument. D'où le rapport entre science et société. On a absolument besoin de la raison. Le savoir est neutre, et il doit rester neutre. C'est-à-dire, c'est pas avec des bons sentiments qu'on fera de la physique, ni même des sciences sociales. Mais par contre, l'usage n'est jamais neutre. Et dans le débat science et société, il faut respecter la science et la société. Et il y a des gens qui font ou bien une sorte de... qui disent il n'y a pas de savoir vrai, parce que, bon, vous voyez bien, il n'y a que des intérêts, il y a ceux qui veulent ceci et cela, et d'autres qui disent la science ne doit pas se mêler de ses usages, ne doit pas être orientée pour ou contre ceci ou cela, et les deux ont tort. Oui, c'est vrai que c'est un mystère pour les sciences cognitives, même aujourd'hui pour la philosophie depuis toujours, c'est de savoir comment, qu'est-ce qui est premier finalement. Est-ce que c'est la raison et ensuite les humains l'ont appliqué à tort et à travers pour guérir ou pour détruire, ou bien est-ce qu'il y a une fonction vitale qui a fait apparaître
la connaissance, la science, à un certain moment donné, comme caractéristique aussi cognitive, cérébrale hein, des êtres humains. C'est vrai que c'est compliqué, mais moi j'ai tendance à penser que, en fait, il y a quand même une origine vitale de l'universel rationnel. D'abord dans le cerveau qui arrive à des catégories universelles, et puis surtout dans la position d'interdit universel qui lutte contre des transgressions très concrètes. Pour moi, les droits et les lois sont quelque chose d'universel, mais parce qu'il y a eu des transgressions. Toujours. Donc l'universel existe, mais toujours contre sa transgression. C'est bête à dire, mais si on dit tu ne tueras point, c'est parce que les êtres humains s'entretuent. On n'aurait pas besoin de le dire sinon. Donc l'universel est une invention, sans cesser d'être universel. Voilà, l'animisme, c'est potentiellement une doctrine qui va être contradictoire avec l'humanisme parce qu'elle va mettre de la subjectivité, de la sensation de la vie, de l'âme, donc, pour prendre le mot qui est repris là, dans tous les êtres vivants. Et potentiellement de manière indistincte. À savoir que, c'est pour ça qu'il va expliquer que les animistes sont souvent dans la métamorphose, sont souvent aussi dans... Donc potentiellement, finalement, on ne voit pas pourquoi il y aurait une spécificité de l'humain, y compris éthique. Qu'est-ce qui fait que je dois plus prendre soin d'un être humain que d'une fleur que cet humain va piétiner? Bon, peut-être que je dois plutôt zigouiller cet être humain pour protéger cette fleur. Je caricature un petit peu. Donc, potentiellement, l'animisme est contradictoire avec l'humanisme. Mais en fait, je pense que l'animisme a aujourd'hui une fonction de rappel que notre spécificité n'est pas exclusive non seulement du respect des autres vivants, mais de la considération de leur souffrance, de leur subjectivité, y compris voilà, et que rien de vivant nous est étranger, comme rien d'humain nous est étranger dans l'humanisme classique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, inversement, l'animisme doit tenir compte de la spécificité des subjectivités humaines qui à la fois ont, encore une fois, je trouve, plus de vulnérabilité que les autres et plus de responsabilité. Et l'animisme doit être là aussi une sorte de voie vers un humanisme élargi au vivant ou vers un vivant élargi à l'humain. Enfin, pour moi, c'est pas une fin en soi parce que ça élimine le tragique aussi. Il y a des âmes partout. Et ben oui, mais non, mais il y a des conflits aussi. Donc voilà, il faut absolument, je pense, faire sa place. C'est comme pour la médecine chinoise, ces rappels très concrets de notre condition de vivant, mais sans sacrifier l'humanisme. C'est ce qui répond à nos cris, en fait, au sens très large, à nos exclamations. Et nos exclamations sont porteuses de questions, nos grandes exclamations, qui sont des exclamations de joie ou d'indignation. J'avais fait un article sur Jean Kelevitch qui s'appelait « L'émerveillement et l'indignation ». Et il y a certaines expériences où certains cris nous sont arrachés, des cris avec des mots. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est horrible, etc. La philosophie, c'est ce qui explique ce qui se passe là. Et en quoi ça touche à des questions premières. Et voilà, donc, l'expérience est donc première. Hein. L'expérience aussi de la vérité, quand Einstein découvre E égale MC2 ou Eureka, etc. Donc la philosophie explique ce qui se passe dans les expériences absolues des humains, positives ou négatives. Et je pense aussi peut-être d'abord négatives. J'ai un cousin médecin qui me disait une fois « Pourquoi tu fais de la philosophie? Ça sert à rien, etc. » Je lui ai dit « Comment tu peux me dire ça, toi, médecin? S'il n'y avait pas la maladie, la mort et la souffrance, on n'aurait peut-être pas besoin de la philosophie. » Mais c'est vrai que si quelqu'un qu'on aime meurt, sitôt on fait de la philosophie. Hein. Je peux vous promettre que vous n'échappez pas à la philosophie. Et inversement, je pense que si on a un coup de foudre amoureux, on va aussi faire un peu de philosophie. On va dire « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et on a raison. C'est la réponse à la question « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Ou « De quoi s'agit-il » aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, c'est vrai que les humains ont cette capacité. D'ailleurs, parfois ils cherchent à s'en débarrasser, hein, soit sur
de divertissement, soit sur une transcendance, parce que c'est facile aussi de trouver des réponses ailleurs. Hein. Donc, oui, donc c'est vrai que c'est cette capacité réflexive. Et du coup, oui, moi je pense que cette réflexivité est essentielle à l'humain, effectivement. Mais parce qu'elle nous est arrachée par l'expérience. Hein. Elle surgit quand même, cette capacité. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est déjà tout de suite un retour, effectivement, réflexif sur soi. Et je pense même qu'au fond, après la philosophie, il faut parler des philosophes. Et que chacun est un peu philosophe, et qu'en fait, quand on s'exclame, on a déjà un début de réponse, chacun, qui n'est pas la réponse du voisin. Et déjà, peut-être on s'exclame peut-être pas devant les mêmes choses. Et chaque philosophe, si on regarde bien, on ne peut pas remonter à l'étonnement en général comme origine de la philosophie. Je pense que c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, Platon l'a dit, c'est dans tous les cours de philo, c'est bien. Chaque philosophe a son étonnement. Et comprendre un philosophe, c'est comprendre de quoi il s'est étonné en premier lieu. Ce qui pour lui est l'étonnement le plus important. Parce que la réflexivité, c'est bien. Mais en fait, on n'est pas d'accord sur ce qu'il y a de plus important, sur ce à quoi elle doit s'appliquer. Est-ce que le vrai phénomène qui définit l'humain, c'est les mathématiques? Il y a des gens qui ont dit ça, peut-être Platon a dit ça en fait. Hein. Peut-être que Platon, c'est l'homme qui s'est dit comment ça se fait qu'un théorème soit possible? Qu'est-ce que nous devons être? Comment ça, c'est possible? C'est étonné comme ça qu'il y ait de la vérité. Voilà, il y en a d'autres, c'est pas ça. Oui, alors il y en a plusieurs. Moi, je suis très souvent identifié à un philosophe que j'ai beaucoup travaillé, étudié, transmis, remis au centre de beaucoup de questions, qui est Bergson, qui pour moi est le commencement aussi d'une série de philosophes du XXe siècle, hein, très importante. Mais je dirais pas forcément que je suis bergsonien. Et j'ai un peu réfléchi sur comment on fait un adjectif avec un nom propre en philosophie. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être X-ien? Bon, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais en tout cas, je sais pourquoi je suis pas bergsonien. Totalement, c'est parce qu'il est vitaliste, mais pas assez critique pour moi. Il définit quand même une essence de la vie, alors que pour moi, il n'y a que l'opposition de la vie et de la mort. Donc au fond, voilà, être philosophe, c'est avoir des repères. Il y a Bergson, il y en a d'autres. Entre Bergson et nous, il y a Jean Wahl, Jean Kelevitch, moi j'en ai plusieurs autres, figures importantes, que ce soit Simone Veil ou Sartre. Voilà. Et puis même comme Freud, d'ailleurs, qui est très important pour moi, qui est le complément de Bergson pour moi. Moi, je remonte à Empédocle dans les présocratiques, c'est-à-dire celui qui a défini l'univers par l'amour et la haine. Et donc Freud dit ça, et moi je pense qu'ils ont raison. Après, il faut voir comment on définit l'amour et la haine. Mais donc en fait, je pense qu'on se définit toujours par rapport à d'autres philosophes, parce que, voilà, justement, il faut trouver son propre étonnement. Et on ne le trouvera jamais totalement, on n'arrivera jamais à l'exprimer, puisque quand on arrive dessus, on dit... Voilà. Et c'est très drôle, parce que je pense que... Ça fait un moment que je fais de la philosophie, je pense que je cherche ma question à moi, maintenant, dans des livres plus personnels, comme Revivre, ou Penser à quelqu'un, ou Vivre en temps réel, récemment. Mais je pense que, voilà, ce qui est surprenant, c'est qu'à la fois, on ne le trouve jamais, et que quand on croit qu'on a trouvé quelque chose, on s'aperçoit que dans un carnet, 20 ans avant, on l'avait déjà écrit à lettre près. Oui, la polarité de la vie et de la mort, en fait, plus exactement. L'ambivalence du vivant. Vitaliste critique. Ce que je défends aujourd'hui, c'est le vitalisme critique. Un vitalisme qui ne définit la vie que par opposition à son contraire, et aussi par la spécificité de l'humain, justement. On ne conçoit la vie que depuis l'humain, parce que nous en sommes, quoi. Donc un vitalisme critique, oui, qui définit la vie comme première, parce que c'est ça qui définit le vitalisme, mais seulement contre autre chose. Je ne sais pas ce que c'est que la vie, je ne sais pas ce que c'est que la mort, mais je sais ce que c'est que leur différence. Moi, ce qui m'intéresse dans la question du temps,
c'est d'abord justement d'y retrouver une polarité inattendue, qui est une polarité là aussi de la vie et de la mort. C'est-à-dire que il se trouve que moi, ma thèse, c'est que quand on se met à réfléchir sur le temps, même pour dire, comme Saint-Augustin, comme Jankélévitch, je ne sais pas ce que c'est, etc., c'est qu'on en est sorti et que d'une certaine manière, on en souffre. Et que je pense que dès qu'on pense au temps, c'est qu'on en souffre. Et inversement, que toute souffrance implique un rapport conscient au temps. Conscient, hein. Et voilà, donc par exemple, je pense que le bas degré de ça, c'est l'ennui. Donc quand tout à coup on dit « Waouh, quelle heure il est ? Cette conférence, oh là là, cette vidéo là, interminable et tout, c'est mauvais signe. » Et donc c'est une forme de souffrance. Mais inversement, je pense qu'il n'y a pas de souffrance sans moi, ce que j'appelle la double peine temporelle. Qu'une maladie, par exemple, on met toujours devant la possibilité de la mort. Les maladies chroniques, moi j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Les maladies chroniques de la démocratie ». Le chronique, c'est ce qui interrompt tout le temps notre vie. C'est ce qui est la maladie qui n'est pas temporaire, mais on pense tout le temps au temps. Il faut prendre le médicament à telle heure, etc. Et la pandémie, par exemple, c'est une souffrance temporelle inouïe. Moi, je l'ai analysée sous toutes les coutures, c'est-à-dire c'est à la fois l'incertitude sur l'avenir, c'est le fait qu'elle dure longtemps, justement. Enfin, on se dit qu'elle nous semble interminable, etc. Donc il y a cette expérience consciente et souffrante du temps qui, par contraste, nous fait comprendre que, inversement, l'expérience du bonheur, c'est une expérience dans le temps, mais sans y penser. Mais quand même totalement temporelle. Et on s'aperçoit que ça a été important, qu'il s'est passé quelque chose. Et quand on s'en aperçoit, c'est un moment de mixte, là aussi, c'est le moment de l'exclamation, où on se dit « Ah, c'est déjà fini ». Et là, on est déjà dans la reconnaissance que le temps a été bienfaisant. Mais quand on s'en aperçoit, c'est qu'on souffre du fait que c'est éphémère, par exemple. Et donc, on est dans ce mixte. Et ça, c'est vrai que les plus grands philosophes auxquels je me rattache, y compris d'abord Bergson, parce que là, Jankélévitch, j'allais dire, n'a fait que développer un peu Bergson. D'ailleurs, dans le sens que je dis là, Jean Val disait que Jankélévitch, c'est Bergson plus zéro, c'est-à-dire Bergson plus le négatif. Parce qu'il a pensé l'irréversible, l'imprescriptible, l'ennui aussi, l'aventure, la nostalgie, etc. Mais je pense qu'il n'a pas assez pensé le vivant. Bizarrement, il a fait un grand livre sur la mort, et où il n'est presque pas question du vivant. Un peu quand même, parce qu'il parle du vieillissement de manière admirable. Mais bizarrement, c'était un existentialiste pur, c'est-à-dire que notre condition de vivant, pour lui, on était d'abord des exclamations, justement. Mais bon, quand même, il est évidemment dans cette tradition qui fait du temps le lieu de notre malheur et de notre émerveillement, justement. Parce que dans l'irréversible, par exemple, il y a du malheur, c'est de l'irrattrapable, l'irrévocable. Quand c'est fini, le crime a eu lieu, par exemple, la mort a eu lieu, c'est fini. Et en même temps, dans l'irréversible, il y a aussi une attestation. Comme dans la plaque qu'il y a sur son immeuble à Paris, quai aux Fleurs, où il y a écrit, j'ai plus en tête exactement, mais le fait d'avoir été est notre viatique pour l'éternité. C'est-à-dire, notre existence est aussi irréversible. Personne ne peut nous enlever le fait qu'on existe, qu'on a existé. Même la mort fait à la fois qu'on n'existe plus, mais elle vient prouver qu'on a existé aussi. Donc l'irréversible est aussi une preuve de la réalité du temps. Ce qui est difficile à admettre, c'est la réalité du temps. Mais voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de question plus importante que le temps et qu'il faut admettre même sa négativité, puisqu'on rejoint le soin. Il faut prendre soin du temps. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le concept d'urgence et je pense qu'une société doit construire la diversité des urgences. Un peu comme vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences et on va vous dire, vous c'est pas pressé. Hein. C'est insupportable, parce qu'il y a un type qui c'est plus urgent, mais en même temps c'est rassurant. Et on doit construire un rapport au temps qui nous permette de vivre heureux dans le temps, et c'est un projet politique.